Bonjour et bienvenue sur le podcast Kampai, format destination, podcast que j'ai le plaisir de partager avec Marjorie. Bonjour Marjorie. Bonjour Charlie. Aujourd'hui, notre podcast il est consacré au parc d'attractions Universal Studios Japan, que l'on connaît également sous l'acronyme USJ. Et c'est un parc que l'on aime bien ici à Kampai. Et on lui consacre un épisode entier afin de vous présenter le parc et surtout vous donner les quelques conseils pratiques à savoir avant pour bien en profiter sur place. Oui Charlie, donc c'est le parc qui est situé à Osaka. Oui, exact, dans la baie d'Osaka. C'est ça. Il a été inauguré le 31 mars 2001 et c'est le premier parc des studios Universal d'ailleurs à ouvrir ses portes en dehors des États-Unis. Il propose des attractions avec des thèmes basés sur des films américains populaires comme Les Dents de la Mer, Jurassic Park ou des licences internationales et japonaises très prisées telles que Les Mignons. On retrouve également Harry Potter, le très célèbre château d'Harry Potter depuis 2014 et le fameux Super Nintendo World inauguré en 2021. D'ailleurs, on va faire une partie de notre podcast dédiée à ce World-là. C'est aussi la première attraction officielle de Nintendo au monde d'ailleurs. Et donc, il a été inauguré pendant la pandémie de Covid. Son ouverture a été assez particulière, vu qu'au début, il y avait très peu de monde qui pouvait y accéder. Donc, c'était assez privilégié. Et aujourd'hui, c'est très populaire et il y a beaucoup de monde qui veut y accéder. Et du coup, il y a aussi pas mal de monde qui ne peuvent pas y accéder tellement qu'il y a de monde et il y a des quotas, etc. Donc c'est aussi tout l'objet de ce podcast aujourd'hui. Le parc d'Osaka a attiré au total plus de 12 millions de personnes en 2022, puis 16 millions en 2023 selon le rapport de la Themed Entertainment Association. Et pour information et faire une comparaison, en 2019, donc pré-Covid, il y avait 14,5 millions de visiteurs pour ce parc. Donc ils ont fait de meilleurs chiffres après Covid. Oui. En partie, du coup, avec la popularité du nouveau Super Nintendo World. Oui. Et en plus de ça, il faut noter que USJ, c'est vraiment un parc qui dépasse en termes de fréquentation même Tokyo Disneyland, hors Disney-Sea. Ce dernier affiche 15,1 millions de visiteurs en 2023. Et donc, c'est le premier parc même d'attractions d'Asie, très prisé notamment des Chinois, des Taïwanais et des Coréens. Donc, il faut le savoir, hein, c'est un gros succès, on va dire, au Japon d'avoir sorti ce parc-là. Mm-hmm. En début d'année 2024, il annonce vouloir doubler même le nombre de ses employés d'origine étrangère et multilingue afin de satisfaire au mieux la clientèle internationale de plus en plus présente. Et c'est vrai que c'est une initiative qui n'est pas forcément le cas partout au Japon sur d'autres types d'attractions ou de choses à visiter. Là, il y a un effort vraiment qui va être fait pour accueillir une diversité du monde entier sur place. Oui, c'est un parc qui est très festif et très inclusif dans tous les genres de population, les jeunes, les vieux, les familles, les hommes, les femmes, etc. Et ça tire aussi sa popularité de cette forme d'accueil international. Oui, comme tu le dis, il y a à la fois de l'événementiel presque et puis du parc à sensations, pas que des grands 8, etc. Il y a plein d'autres choses, des choses avec des balades, des écrans, etc. Donc c'est vraiment pour tout le monde, petits et grands. Et beaucoup de décors aussi en grandeur nature qui font qu'on est vraiment dans une immersion totale dans le monde dans lequel on se trouve. Ce qui, on le redira peut-être tout à l'heure, mais par rapport à Disney, qui est un petit peu tout le temps la même chose, on va dire, partout où on va faire cette expérience-là. Là, en termes de diversité de sons, de décors, etc., c'est vraiment magnifique. Et question accès, donc on vous disait que le parc est situé dans la baie d'Osaka et on y accède en train avec la JR sur la ligne Sakurajima et par la gare de Universal City. Donc Universal City, c'est on va dire la mini-ville proche du studio. Oui, donc c'est un arrêt en fait avant le terminus, donc Sakurajima. Et donc c'est bien situé sur une île artificielle de la baie d'Osaka. Un petit point d'attention peut-être, il faut ensuite 10 minutes de marche entre la gare et l'entrée du parc, donc c'est pas forcément tout près. Si vous avez du mal à marcher ou à vous déplacer, il faut aussi en prendre compte pour pouvoir y accéder. Oui, et si vous souhaitez arriver à l'heure au parc, il faut compter un petit temps de marche entre la gare et le parc. Et si vous partez de la gare d'Osaka Umeda, comptez environ 20 à 25 minutes de trajet au total avec le train direct via la Loop Line. Et il y a aussi des bus évidemment qui desservent le parc, donc à bien se renseigner. Oui, si vous partez d'un peu plus loin, comme de Kyoto, il y a des bus en fait de plus longue route qui desservent aussi le parc. Il y a une autoroute en fait qui est pas loin.
Avant de continuer sur le sommaire du podcast, Marjorie, vous avez fait déjà avec Kelly des articles sur Campai. Oui, évidemment. On a une fiche qui est consacrée donc, au parc USJ, donc, qui a été écrite il y a assez longtemps et qu'on met à jour très régulièrement en fonction des actualités du parc, de l'ouverture de nouveaux mondes, de nouvelles zones, etc. Et on a aussi dernièrement fait une fiche précisément sur le Nintendo World, puisque c'est un monde à part, et comme c'est le premier parc Mario, le premier parc Nintendo au monde, on lui a consacré une fiche entière. Et on en reparlera en conclusion, Marjorie. On l'avait déjà évoqué avec Gaël sur un podcast Actu. C'est vrai qu'il y a une extension du Nintendo World avec Donkey Kong qui devrait ouvrir d'ici l'automne 2024. Mais vu qu'on n'a pas plus d'infos dessus, on ne va pas forcément l'évoquer durant ce podcast-là. Donc c'était juste pour en précision. Voilà, vous attendrez le prochain podcast Actu quand on aura la date officielle. Et oui, on fera peut-être même un podcast destination, peut-être même dédié à ce fameux World Donkey Kong. Au sommaire du podcast, en première partie, on va vous parler des meilleures périodes pour se rendre au parc. Et rien que là, déjà, ça facilite aussi votre organisation de voyage, puisque on peut vous passer quelques créneaux où il y a peut-être un peu moins de monde, ou surtout des créneaux à éviter plus d'ailleurs. En seconde partie, on vous parlera de l'intérêt d'obtenir l'Express Pass de chez Universal. En troisième partie, on vous évoquera les principaux mondes du parc Universal d'Osaka. Et enfin, nos conseils pratiques en quatrième partie, à savoir avant de partir, donc peut-être plus l'organisation sur place, etc. Évidemment, on va vous parler de toute façon de la billetterie, des différents moyens d'obtenir ces billets, etc. En première partie pour ce podcast dédié à USJ, les meilleures périodes pour se rendre au parc. Donc le parc d'attractions et les licences qui sont très populaires là-bas sont évidemment prisées. Et il y a souvent du monde à USJ, c'est rare que vous ayez des périodes sans touristes, à vrai dire, étrangers. Et les Japonais aussi adorent eux-mêmes ce parc, évidemment. Alors oui, Charlie, et d'ailleurs, on compte à peu près 1 million de clients qui disposent d'un passeport annuel pour visiter gratuitement les lieux quand ils le souhaitent. Donc c'est plutôt des résidents locaux, donc soit des Japonais, soit des étrangers qui résident dans le Kansai. Oui, donc ça fait une bonne part déjà de personnes. Alors tout le monde n'a pas ce pass annuel évidemment, mais voilà, sachez qu'il y a toujours de la circulation du monde dans ce parc-là. Et ainsi, en tant que voyageur, et puisqu'on n'y retourne pas plusieurs fois de suite dans ce parc, il est conseillé de bien choisir sa période pour minimiser les foules sur place et surtout les temps d'attente aux attractions. On va vous citer quelques temps d'attente et vous allez voir que si vous voulez bien profiter de votre journée, ça peut vite occuper, je crois qu'on estime des fois entre 5 et 8 heures d'attente dans la journée. On y reviendra tout à l'heure en détail. Oui, entre 1 à 2 heures par grosse attraction en moyenne. Alors, les meilleures périodes pour se rendre au parc, donc déjà un jour en semaine, évidemment, et pas le week-end. Donc ça vaut pour plein d'autres sites au Japon, mais ça s'applique aussi à USJ. Visiter aussi pendant les jours hors période de congé donc, nationaux au Japon, donc les jours fériés. Les vacances nationales comme la Golden Week début mai, surtout qu'en plus il fait beau, donc on a envie d'aller dehors et s'amuser. Et dans les grosses périodes qu'il faut absolument éviter, parce que là, il y a des records de fréquentation à chaque fois, donc c'est Obon, donc c'est une période de vacances nationales à la mi-août, donc la Golden Week, je viens de la citer, et aussi le Nouvel An chinois. Donc ça, c'est la particularité du parc USJ, c'est que le Nouvel An chinois, c'est pas une période qu'on recommande parce qu'on a tous les touristes des pays voisins qui viennent en fait passer le Nouvel An à USJ. C'est vraiment une tendance qui est très forte. Et alors là, on se retrouve avec des temps d'attente qui sont très très longs, parfois jusqu'à 4 heures de temps d'attente pour des grosses attractions. Donc vraiment, si on peut éviter cette période, on la recommande fortement d'éviter. Et donc le Nouvel An chinois, ça dépend en fait, ça change tous les ans, ça dépend du calendrier lunaire. Ça peut être donc en janvier la plupart du temps, mi-janvier, fin janvier, jusqu'à voire début février, ça dépend des années. Donc bien vous renseigner, parce que c'est une période de fréquentation basse de touristique au Japon. Mais pour le parc USJ, on est vraiment sur une haute période de fréquentation touristique. Et ce serait dommage de ne pas s'en rendre compte avant et d'avoir la mauvaise surprise sur place. Oui, voilà. Donc après, sauf si vous avez envie d'attendre longtemps. Alors autre chose à prendre en compte, mais ça ne se verra pas avant évidemment, vous ne pourrez pas le calculer, c'est la météo puisque ça va pouvoir jouer sur la journée. Tout à l'heure tu parlais des passes à la journée, ça peut être lié du coup, notamment s'il fait beau, il y aura plus de monde généralement, plus de gens qui vont aller jusqu'au bout de leur démarche et d'autres qui peuvent annuler s'il fait pas beau et qu'on le sait un petit peu en avance.
Oui, les Japonais vont prendre des billets un peu moins en avance, surtout ceux qui habitent dans la région, et profiter d'une belle météo pour se rendre au parc USJ ce jour-là. Et s'il ne fait pas beau, en tout cas on dit pas beau, mais s'il pleut par exemple, ou s'il y a des choses moins pratiques, parce que la pluie ça peut être beau, n'hésitez pas à vous équiper en conséquence, que vous serez, il y a beaucoup d'espace à l'air libre dans ce parc, même s'il y a des attractions en intérieur, donc n'hésitez pas à vous équiper convenablement. Oui. Une période phare, si vous voulez visiter USJ et vous accorder un moment tout à fait spécial, nous on vous recommanderait la période d'Halloween. Comme on vous le disait tout à l'heure, USJ ils sont très forts pour créer des souvenirs et créer des événements avec un gros effort sur l'ambiance du parc. Et donc entre septembre et octobre, ils ont toute une période dédiée à cette culture-là d'Halloween. Alors évidemment, ça ne vous concerne pas si vous n'aimez pas Halloween à la base. Effectivement. Mais si vous appréciez l'ambiance, vraiment c'est excellent. C'est une période qui peut être vraiment géniale pour y aller, avec des déguisements de zombies partout, des attractions qui passent en mode Halloween aussi après 18h, donc l'attraction même va se transformer, et tout le parc lui va se transformer en zone d'horreur, Marjorie. Oui, voilà, c'est vraiment un effort qui est mis pour, au niveau des attractions, mais aussi au niveau du personnel. En fait, on va avoir les employés qui vont être habillés un peu en zombies et qui vont essayer d'attaquer gentiment, hein, j'entends bien, les visiteurs pour, comme s'ils voulaient les mordre, pour leur sucer le sang, etc. Donc c'est tout un jeu d'acteurs qui se fait dans une très bonne ambiance. Bien sûr, si vous voulez pas qu'on vous attaque, vous pouvez le signifier. En fait, vous avez un port d'une boule à faire. En fait, si vous voulez être attaqué, vous pouvez porter un petit pendentif, et si vous voulez pas être attaqué, et ben vous le portez pas, et donc le personnel ne viendra pas. Ce que j'essaye de vous dire par là, c'est que c'est vraiment, voilà, on est dans une immersion totale, le personnel joue le jeu, et en mode zombie, etc. Donc c'est un immense parc fait pour ça. C'est en général, voilà, les soirs que ça se passe à la tombée de la nuit, donc à partir de 18h. Et les attractions, quand elles passent en mode Halloween, des fois elles changent un peu, soit elles vont tourner en arrière, soit il y aura des décorations ou des musiques qui vont changer en fait. Donc c'est vraiment intéressant. Et si vous voulez aller regarder un peu à quoi ça ressemble, sur le site officiel, on a dans la rubrique événements, il y a déjà pour cette année toutes les infos sur Halloween, donc sur à quel soir en fait ça se met en place, puisque c'est pas tous les soirs. En semaine, effectivement, il y en a moins, ça va être plus le week-end quand les gens peuvent plus venir. Ça va être ce qu'on appelle les Halloween Parties ou les Halloween Horror Nights. Et là, vous allez avoir tout ce qui peut se passer. Donc c'est vraiment une belle période pour tous ceux qui adorent Halloween d'aller au parc USJ à ce moment-là. Et on n'est pas sur une période de haute fréquentation touristique au Japon, vu qu'on est entre septembre et octobre. Après, sachez que à partir du 1er novembre, tout ça c'est terminé, puisque Halloween c'est le 31 octobre, et au 1er novembre, tout est balayé et on passe en mode Noël. On est au Japon. Et de façon générale, on vous recommandera d'arriver sur place suffisamment à l'heure, avant même l'ouverture du parc, et souvent il y a déjà la queue, hein, bien avant cet horaire officiel, et vu qu'on est dans le Kansai, comme tu nous disais tout à l'heure Marjorie, eh bien le parc peut même ouvrir parfois 30 minutes avant l'heure officielle. Oui, alors c'est aléatoire, hein, on ne peut pas vous le garantir. C'est en fonction du jour où on se trouve. Parfois, le parc peut ouvrir en avance. Donc les horaires du parc, en fait, ils sont variables en fonction des saisons et de l'affluence potentielle qui est attendue. Donc il ouvre le matin entre 8h et 10h du matin, et il va fermer entre 19h et 22h. Bon, évidemment, l'été, les horaires sont plus longs parce qu'en plus il fait jour plus longtemps. Et l'hiver, des fois, ça peut être plus court, mais si on est sur une période événementielle importante comme Halloween, le parc va fermer un peu plus tard. Donc ça, il faut aller sur le site officiel, vous avez le calendrier à la journée, et il faut bien du coup regarder vos horaires quand vous allez y aller le jour J, pour pas se tromper d'une demi-heure et du coup louper l'heure de l'ouverture. Et c'est aussi indispensable d'arriver tôt sur place, surtout si vous n'avez pas d'Express Pass. Et là, ça va nous permettre de basculer vers la partie 2 liée à la billetterie. Pour cette seconde partie, l'intérêt de l'Universal Express Pass, donc aussi on en profite pour vous parler de la billetterie. Il faut savoir que les tarifs dépendent du jour de visite, de la saison aussi, si c'est une saison de haute ou basse fréquentation, et c'est plus ou moins cher. Donc les tarifs qu'on va vous annoncer ici, c'est ceux que l'on a au moment où on enregistre le podcast, donc c'est les tarifs qui sont sortis au 31 août jusqu'au 31 octobre. Oui.
Pour le pass un jour, ce qu'il s'appelle le One Day Studio Pass, le tarif adulte, donc de 12 à 64 ans, est à partir de 8600 yens, donc c'est à peu près 55 €. Le tarif enfant de 4 à 11 ans est à partir de 5600 yens, environ 35 €. Et le tarif senior, parce qu'il y en a un, de 65 ans et plus, à partir de 7700 yens, donc une cinquantaine d'euros, enfin 50 € on va dire. Voilà, donc ça ce sont des tarifs qu'on a à l'heure actuelle pour la période donc, de septembre-octobre, donc c'est vraiment pas la période la plus haute, donc ce sont des tarifs qu'on considère assez bas et on peut avoir des entrées qui sont beaucoup plus chères sur d'autres périodes. Oui, donc à être bien vigilant, et là c'est vraiment que au moment où on enregistre ce podcast-là. À savoir qu'il y a aussi le pass 2 jours, le 2-Day Studio Pass, avec un tarif adulte à 103 € environ et un tarif enfant à 67 €. Oui, et il y a un dernier pass pour ceux qui veulent faire un entre-deux, c'est le 1,5 Day Studio Pass, si j'ose le dire. Donc en fait là, vous rentrez le premier jour qu'à partir de 15h et après vous avez la deuxième journée en entier. Donc là, c'est entre le prix est entre le prix 1 ou 2 jours. Et puis comme on vous disait tout à l'heure que le studio est très accessible par rapport au centre-ville d'Osaka, ça vous permet aussi de profiter d'Osaka le soir ou le matin, de faire l'aller-retour. C'est un peu différent du Disney que nous on peut connaître, ou qui est vraiment excentré de Paris, qui demande du temps de transport, etc. Oui, c'est vrai. Donc ce ticket d'entrée qu'on vous a donné, donc les Studio Pass, ça donne accès au parc et à toutes les attractions qui ne sont pas dans un monde ou dans une zone thématique où le nombre d'entrées par jour est limité. Attention, là je vous donne une information particulière. Cette information est importante. Cette information est très importante. Donc les mondes où le nombre d'entrées par jour est limité, ça s'appelle en anglais et sur le site officiel des Area Timed Entry Tickets. Donc ça, ce sont les mondes qui sont considérés comme les plus populaires, ceux où il y aura le plus d'affluence et donc qui vont réguler le nombre d'entrées par jour. Donc typiquement, le Super Nintendo World est un monde qui, depuis son ouverture, est en accès restreint quasiment tous les jours. Parce que y a beaucoup de monde qui veut y aller et pour pouvoir profiter sur place au mieux des attractions et parce que ça reste géographiquement limité, on ne peut pas accueillir tout le monde en même temps. Donc on régule en fonction des heures de la journée et le nombre de personnes au maximum acceptées. Et donc d'autres mondes comme Harry Potter peuvent aussi être régulés certains jours selon l'affluence. Et des fois on n'est pas forcément prévenu, on peut acheter ses billets un mois en avance et le jour J en fait être en accès régulé. Donc ça, il faut savoir que c'est une particularité chez USJ qui est importante, c'est vous avez votre pass à la journée, mais s'il y a des zones que vous voulez faire précisément, ça ne sera pas forcément possible s'ils sont en accès restreint et que vous n'êtes pas inscrit sur la liste pour pouvoir y rentrer. Donc ça, c'est vrai que ça peut être un peu déceptif, voire très déceptif quand c'est quelque chose que l'on attend depuis longtemps. Une fois que vous êtes dans le monde, par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas de temps limité. Par contre, toute sortie est définitive. Oui, c'est ça. Vous avez un créneau d'une demi-heure pour rentrer, suivant ce qu'on vous aura alloué. Et ensuite, vous pouvez y rester autant de temps que vous voulez. Mais effectivement, une fois que vous êtes sorti, c'est fini. En termes de zones qui sont timées comme ça, on va dire qu'il y a surtout le Super Nintendo World, Harry Potter, et il peut y avoir aussi l'univers des Minions, ça dépend aussi de l'affluence du jour, donc ne soyez pas surpris si ces zones ne sont pas accessibles, peuvent être accessibles facilement qu'avec les Express Pass malheureusement. Oui. Et donc on va essayer d'être clair à ce sujet Marjorie pour vous indiquer comment rentrer dans ce parc avec et sans Express Pass. Donc dès l'entrée physique dans le parc, si vous n'avez pas l'Express Pass en amont déjà de valider, il va falloir s'inscrire en ligne sur l'application officielle du parc, donc là on parle bien quand vous êtes dans le parc, ou à un guichet pour demander à entrer dans un monde en particulier. Donc il y a un créneau horaire d'une demi-heure comme tu nous disais qui vous est alloué, et ça fonctionne sur le principe du premier arrivé, premier servi. Donc c'est pour ça qu'on vous demande aussi de faire la queue dès que possible, d'arriver avant même l'ouverture du parc. Oui, c'est ça. Et ensuite, vous pourrez scanner le QR code et préciser le nombre de personnes qui vont vous rejoindre. Ça fonctionne un peu comme d'autres attractions avec un chef de groupe au Japon. Ou alors, vous avez une autre solution bien plus onéreuse, avoir acheté en avance un Universal Express Pass qui garantit l'accès en coupe-fil à des attractions les plus populaires telles que Mario Kart, Copa's Challenge ou Yoshi's Adventure dans le monde de Nintendo par exemple, ou bientôt Donkey Kong. Oui, et donc en fait, l'accès à ces attractions-là, garanti, vous garantit aussi l'accès au monde, puisque ça va ensemble, il faut bien rentrer dans la zone thématique pour aller aux attractions.
Oui, donc si c'était peut-être pas encore assez clair, si vous rentrez dans le parc Universal, vous n'avez pas accès au monde Nintendo. Si vous n'avez pas ces créneaux alloués, vous ne pourrez pas voir même juste les décors, etc. Ce ne sera pas possible. Non, parce que vous ne serez pas rentré par le petit tuyau vert, donc oui, vous ne verrez rien. Et ce petit tuyau vert, il peut coûter cher, Marjorie, puisque le coupe-fil, quel que soit l'âge, c'est un surcoût, c'est souvent même presque le double du prix d'entrée, donc c'est quelque chose à rajouter à votre entrée. Par exemple, l'Express Pass, cette attraction, c'est celui d'ailleurs qu'on vous conseille si vous pouvez, puisqu'il va vous assurer de pouvoir avoir accès à certains mondes. Il est à partir de 17 800 yens, soit 113 €. Et tout à l'heure, on parlait que l'entrée pour le One Day Pass, au moins cher, on va dire, grosso modo, pour la période entre août et octobre, est à 55 €. Donc là, c'est plus du double. Oui. Ah oui, le coupe-fil, en fait, il a son intérêt, mais il a aussi un coût. Et ça, ils le savent. Le coupe-fil 4 attractions, lui, est à 11 800 yens, soit 75 €. Oui, là. Donc ce sont les prix actuellement en ligne pour septembre-octobre. Et c'est vrai que si vous voulez vous permettre ce surcoût, la différence entre le 4 et le 7, il y a, on va dire, 40 € à peu près d'écart. Eh bien, en fait, ça vaut le coup puisque ça vous permet sur 3 attractions, on va dire, ça minimum 3 heures de queue en moins aussi pour votre journée, donc ça peut être quand même intéressant. Oui, et donc le pass 4 attractions, vous choisissez pas en fait les attractions, c'est des passes qui sont préformatés, donc vous choisissez, vous avez un pass 4 attractions, il y a telle attraction, il y en a un autre, etc. C'est pas au choix, c'est que c'est déjà prévu par le parc, donc vous choisissez les 4 attractions que vous voulez absolument faire. Si jamais il n'y a pas toutes les attractions que vous voulez faire, vous prenez le 7 attractions où là, c'est vraiment les 7 plus grosses et il y aura forcément le Super Nintendo World à l'intérieur. Du coup, celui-ci, on considère qu'il est beaucoup plus complet et quitte à rajouter du budget, comme tu viens de le dire, autant s'assurer de pouvoir entrer partout. Si on doit vous présenter en fait un peu les choses, l'Express Pass, ça vous permet donc de réduire les temps d'attente, puisque en fait à la base c'est un coupe-fil, donc c'est comme un Fast Pass chez Disney, donc ça vous permet de couper les fils. Donc en général les grosses attractions, ce qu'on disait c'était 1 à 2 heures d'attente, donc là vous passez entre 0 ou 15 minutes si vraiment il y en a plusieurs, et ça vous permet d'accéder à des mondes qui sont en accès restreint, donc le Super Nintendo World ou Harry Potter, parce que ça peut arriver dans l'année qu'Harry Potter soit en accès restreint. Et donc en moyenne, par jour, l'Express Pass fait gagner entre 6 et 7 heures d'attente. C'est quand même pas mal sur toute une journée. C'est quasiment une journée d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'il faut se rendre compte, c'est que si on y va sans l'Express Pass, c'est vrai que le parc reste évidemment très sympa, mais on ne va pas faire énormément d'attractions, sauf par chance, il n'y a vraiment personne, mais ça n'arrive quasiment pas. Oui, ou alors il ne faut pas compter faire les attractions les plus populaires comme les roller coasters, etc. Si vous y allez par exemple en famille avec des enfants en bas âge et que vous voulez juste aller dans le monde pour enfants, là l'Express Pass aura peut-être moins son intérêt. En revanche, si vous voulez aller dans les mondes avec les licences populaires, là il y a tout intérêt à le faire. Et si vous ne le faites pas, vous serez peut-être vraiment déçu déjà d'avoir quand même déboursé pour aller sur place au parc USJ, et en plus de vous retrouver à faire que 1 à 3 attractions dans la journée parce que trop de temps d'attente. Donc c'est vrai que c'est une question qui est souvent un peu épineuse et puis assez floue, on va dire. En plus de ça, on va y revenir, mais les sites japonais, même anglais, sont assez flous d'ailleurs à ce sujet. C'est un peu l'objet de la prochaine partie, puisqu'on va aborder la mise en vente des billets, à savoir que le Studio Pass, donc les entrées, et il faut bien comprendre, je le répète encore, que si vous achetez l'Express Pass, ça ne vous donne pas l'entrée du parc. Non. C'est deux choses vraiment distinctes. C'est juste le coupe-fil et l'accès au monde restreint. De façon générale, retenez que 2 mois avant, vous pouvez acheter votre Studio Pass, donc l'entrée pour le parc. On a vu qu'il y avait 1,5 et 2 jours par exemple. Mais pour l'Express Pass, c'est une toute autre chose. Évidemment, c'est aléatoire. Ça peut être de 2 mois à 3 semaines avant votre entrée. Et ça, on estime, on n'est pas certain, mais que c'est peut-être lié aussi aux attractions temporaires. Par exemple, celles qui vont être sur certains mangas, comme Demon Slayer. Ça se peut que ce soit timé un petit peu par ces attractions qui ne restent que 2-3 mois sur le site. En tout cas, sachez que c'est aléatoire et que ce n'est pas le même timing d'achat que l'entrée principale qui s'appelle Studio Pass.
Voilà, donc par exemple, là, le 31 août dernier, ils ont ouvert d'un seul coup toute la billetterie jusqu'au 31 octobre. Donc là, on avait carrément beaucoup de temps pour le faire. Mais après, par exemple, pour le mois de novembre ou pour le mois de décembre, on n'a pas encore de vue à savoir quand est-ce que ça va ouvrir la billetterie. Ça peut ouvrir maintenant ou dans 2 semaines, c'est pas du tout sûr et certain. Il faut aller régulièrement sur le site pour savoir quand est-ce que ça ouvre. Et puis de toute façon, pour 2025, pour l'instant, c'est pas ouvert. Il faudra attendre la fin de l'année. Pour l'Express Pass, sachez que c'est un quota, donc il y a un nombre limité de passes, contrairement au Studio Pass. Et un peu comme pour le musée Ghibli par exemple, en fait ça part très vite. Donc dès l'ouverture de ces ventes d'Express Pass, il faut vraiment sauter sur l'occasion. Donc à bien mettre en place une veille sur ces sites, surtout sur les passes 7 attractions parce qu'il n'y en a pas forcément beaucoup. Et au bout d'une semaine ou deux depuis l'ouverture de la billetterie de ces Express Pass, ça se peut que vous n'ayez pas de place du coup. Oui, et il ne faut pas non plus espérer pouvoir acheter les Express Pass quelques jours avant quand vous êtes au Japon et que vous vous dites bah tiens je vais prendre un Express Pass, j'y vais dans 2 jours. En général vous n'aurez jamais de place, c'est vraiment voilà, dès que c'est mis en vente ça part dans les quelques jours et après il n'y a pas d'autre possibilité d'avoir des Express Pass. On vous le dit souvent, pour le Japon tout est facile mais il faut le comprendre un petit peu en amont et souvent tout acheter avant de se rendre sur place. Oui, voilà. Une fois qu'on a compris le système, on peut se préparer. Mais c'est vrai que le côté spontané, ça marche pas beaucoup au Japon. On en vient à peut-être le seul point faible de ce parc, c'est son site internet de billetterie officielle, donc uajticketing.com, qui fonctionne très mal, il faut le dire, notamment pour le traitement des cartes bancaires, qu'elles soient japonaises ou même internationales. Le site japonais sont connus pour, on vous l'a dit d'ailleurs pour la billetterie de train, leur manque d'accessibilité et ça répond pas forcément très bien aux attentes des clients. Oui. Malgré qu'on soit sur un parc en fait américain, ça fonctionne pas comme à l'américaine, ça fonctionne comme à la japonaise. Et donc techniquement, on peut acheter son billet en ligne avec une carte internationale, avec un compte qui vient de l'étranger. Cette fois-ci, ça fonctionne. Sauf que en fait, en vrai, le tunnel de transformation est assez fastidieux et on aura des erreurs qui vont arriver souvent. Parce que des problèmes de sécurité informatique qui sont mal configurés, etc. Et fait que le refus de la carte bancaire quand on achète un ticket au parc USJ est régulier. Ça arrive assez souvent. Et donc dans ces cas-là, le compte client est carrément blacklisté. Ça veut dire que votre IP elle est bloquée et que vous ne pouvez plus recommander dans l'immédiat. Donc ça, c'est vraiment un point fâcheux quand on veut acheter soi-même ses billets pour le parc USJ, c'est qu'en plus de la mise en vente des billets qui peut être 2 mois, 1 mois avant, etc., et qu'il faut que vous achetiez 2 billets différents, si vous voulez l'Express Pass, et bien vous avez, une fois que vous êtes au bout de votre processus, vous pouvez être juste bloqué techniquement. Oui, ça c'est fou pour un parc qui coûte assez cher de ne pas pouvoir donner son argent. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, en fait, ce que fait USJ, c'est qu'il renvoie en fait les visiteurs qui n'arrivent pas à payer tout seuls vers des revendeurs, en fait, parce que eux, ça fonctionne mieux. Ouais. Le système fonctionne mieux. Donc, sur leur page, par exemple, vous pourrez voir un renvoi vers Klook. Ou alors vous pouvez aussi passer par des agences de voyage comme Keikaku pour acheter en avance et de manière sûre, avec les dates souhaitées, vos billets pour USJ ainsi que les Express Pass. Oui, parce que du coup, quand on est professionnel du tourisme et de la billetterie, on sait bien en fait contourner les problèmes informatiques et savoir aussi comment faire la commande, comment ne pas avoir son IP bloqué et savoir comment la carte bancaire fonctionne, parce qu'au bout d'un moment, après avoir fait plusieurs fois le processus, ça fonctionne bien. Mais c'est vrai que là, il y a tout intérêt parfois de passer par un intermédiaire parce que voilà, il y aura un coût, mais par contre, ça vous assure quasiment à 100% d'avoir tout ce que vous voulez. Alors que si vous le faites par vous-même, il y aura quand même un coût parce que l'entrée USJ, elle reste assez chère. Et alors, vous risquez d'être déçu si vous n'arrivez pas au bout de votre achat. Donc si vous passez par des revendeurs et pas par le site officiel de USJ, regardez bien chez qui vous allez et un peu si vous pouvez savoir un peu comment ils fonctionnent, etc. Puisque il peut vite y avoir aussi des entourloupes, on va dire, sur Internet qui traînent. Voilà, choisissez des professionnels qui ont pignon sur rue au Japon ou en tout cas qui sont des revendeurs officiels dans plein de pays. Donc on a cité Klook. Et regardez bien aussi la formule qu'on vous propose parce qu'il y a plein de choses différentes. Ouais. Donc bien regardez ce que vous voulez faire. Et puis, et faites confiance aussi aux avis qui sont sur Internet, des avis récents évidemment.
On va pouvoir aborder la troisième partie de notre podcast dédiée aux principaux mondes du parc Universal d'Osaka. Et étonnamment, ça pourra être la partie la plus courte de ce podcast-là, puisqu'on ne va pas vous spoiler les mondes, on va juste vous les évoquer. Donc il y a évidemment des zones thématiques avec des références aux villes de Hollywood, New York, San Francisco et les univers de Jurassic Park par exemple. Amity Village, donc qui fait référence aux Dents de la Mer, ou encore un Waterworld. Donc Marjorie, les grosses attractions sont dans les mondes de Harry Potter et de Nintendo. Les attractions les plus phares, on va dire, de ce parc-là. Les plus recherchées. On a aussi The Flying Dinosaur, qui est donc le roller coaster vraiment sympa du parc. Alors, on peut le juger peut-être un peu court, mais les sensations sont là parce qu'on est assis avec les jambes dans le vide et qu'ensuite le manège se fait à l'horizontale et on est tenu par le ventre. Donc, âme sensible s'abstenir. Et c'est vrai que voilà, c'est un des roller coasters de base du parc USJ qui fonctionne très bien et qui est situé donc à Jurassic Park. Et il y en a un autre aussi qui s'appelle juste The Ride, qui est un peu plus tranquille mais qui fonctionne bien. Et on a aussi les attractions donc, de Minion Park qui fonctionnent aussi très très bien dans les grosses attractions. À noter que tout ce qui est composé du mot ride, eh bien, ce sont souvent des roller coasters plus ou moins grands, mais donc adaptés à un public qui peut faire ce type d'attraction-là, donc peut-être pas les plus petits. Oui, de toute façon, il y a un minimum de taille à avoir pour pouvoir monter dans ces attractions-là. Il y a, comme on le disait tout à l'heure, des attractions qui sont temporaires et très prisées par les touristes étrangers, notamment avec, ou japonais, Demon Slayer, par exemple. Oui, donc ça c'est une attraction temporaire, enfin c'est une zone temporaire qui est disponible jusqu'au 5 janvier 2025 et qui donc oui attire beaucoup de monde puisqu'en plus ça va pas durer longtemps. Et là des fois vous pouvez avoir des temps d'attente qui peuvent être même plus longs que les attractions populaires qui sont là à l'année. Par exemple, vous pouvez avoir entre 3h30 et 4h de file d'attente si vous y allez un jour où il y a beaucoup de monde. Donc faites attention parce que c'est les zones temporaires qui fonctionnent très bien, mais alors ça attire beaucoup de monde. Et puis il y a aussi en ce moment la zone One Piece, donc One Piece Premium Summer 2024, qui se termine bientôt, donc le 7 octobre. Autre roller coaster un peu vieillot, s'il en est, c'est celui qui est dans le monde de Hollywood. Oui, donc en fait, voilà, les grosses attractions, c'est souvent les roller coasters ou des attractions temporaires qui sont avec des licences très populaires. Et sinon, dans les autres mondes qu'on peut trouver, on a aussi donc Space Fantasy, qui est une zone du coup qui accueille les attractions temporaires. Donc parfois elle est fermée, ça le temps de mettre en place en fait les décors. Donc ça, si ça vous arrive, c'est comme ça. Et sinon, à toute l'année, il y a un roller coaster aussi dans cette zone. Et puis pour les plus petits, c'est ce que je disais un peu plus tôt concernant les Express Pass, on a un monde qui s'appelle Universal Wonderland, où là en fait c'est pour vraiment les enfants en bas âge avec des attractions et un univers autour des personnages de Elmo, de Snoopy et de Hello Kitty. Donc il y a à peu près une trentaine d'attractions et d'activités, c'est différentes. C'est très très bien pour les familles avec enfants en bas âge. Et cette zone-là, elle est évidemment moins fréquentée que les roller coasters puisque elle est destinée à un nombre de population un peu plus restreinte. Et donc vous n'aurez pas vraiment de problème d'attente dans ce monde-là.
Donc après, il y a d'autres mondes qu'on n'a pas cités, qu'on vous laissera découvrir une fois sur place. Ce qu'il faut retenir, c'est que souvent les musiques qui passent, on a l'impression qu'elles vont être très entêtantes et que ça va vous rester dans la journée. À USJ, c'est pas forcément le cas. Les musiques sont plutôt variées parce que en fait, elles sont tirées de tous les univers qui sont dans le parc, donc des univers américains, des anciens films, des licences populaires japonaises, plus récentes, etc. Donc on a une diversité dans les oreilles qui fait qu'on ne ressort pas du parc complètement sonné avec une seule musique qu'on a entendue dans la tête toute la journée. Et à ces mondes-là aussi, je rajouterais que vous avez des parades et des spectacles. Et ça, n'hésitez pas à regarder quand vous arrivez au parc ou sur l'application pour voir les heures et profiter aussi pour aller voir ces spectacles-là parce qu'ils sont vraiment bien faits. Et puis ça peut rythmer aussi vos journées plutôt que juste des files d'attente, une attraction de 2 minutes et des files d'attente. Et là, tu nous parlais, Marjorie, de l'application et ça nous permet de rebondir sur la 4e partie de notre podcast, la 4e et dernière, nos conseils pratiques à savoir avant même de partir. Donc, en premier lieu, télécharger l'application USJ sur son smartphone. C'est vrai que c'est un conseil de base qu'on peut vous passer ici à Kampai. Oui, donc l'application USJ, elle est indispensable pour évoluer dans le parc. Donc, on vous conseille de l'installer même avant de partir au Japon, par exemple. Et est-ce qu'elle est très pratique, cette application, Marjorie ? Alors, elle est pratique une fois qu'on l'a bien paramétrée. Parce que, de base, elle est en japonais. C'est une application japonaise. Et que, du coup, si votre téléphone est en français ou dans une autre langue européenne et que vous l'installez, vous l'aurez de base en japonais. Donc si vous ne parlez pas japonais, ça va être un peu compliqué pour pouvoir s'en servir. Donc si vous voulez la passer en anglais, parce que elle n'existe pas en français, mais pour pouvoir la passer en anglais, il faut en fait que vous passiez d'abord votre téléphone en langue anglaise. Ensuite, vous paramétrez votre application USJ en langue anglaise, elle se mettra automatiquement en anglais, et puis après, vous repassez votre téléphone en français, et là, normalement, l'application reste en anglais. Si vous ne faites pas ça, vous aurez l'application de base en japonais. À vous de savoir si vous savez lire le japonais ou pas. Je crois que vous aurez vite la réponse si ce n'est pas le cas. Voilà, vous aurez vite la réponse. Donc, il faut vraiment le faire avant de partir, avant d'y aller, et même avant de partir au Japon, si vous êtes sûr, une fois que vous êtes sûr de y aller. Et de compléter votre profil en avance. Donc, vous faites votre profil, vous complétez. Donc, on va s'en servir toute la journée parce qu'elle donne les temps d'attente en temps réel pour chaque attraction. Donc il y a des grands écrans au sein du parc pour pouvoir voir ces temps d'attente, mais ils ne sont pas forcément disponibles partout. Le mieux, c'est d'avoir l'application. Et puis comme ça, vous regardez quand vous voulez. Normalement, le parc, il y a un bon réseau Internet, donc il n'y a pas de raison que vous soyez coupé. Et puis ça vous permet aussi, si vous avez enregistré votre profil et que vous n'avez pas pris d'Express Pass, ça vous permet de vous enregistrer directement, de demander pour les accès au monde restreint. Ce qu'on disait tout à l'heure, d'arriver avant l'heure de l'ouverture et dès qu'on est rentré dans le parc, de faire sa demande pour passer en file d'attente pour pouvoir avoir un créneau horaire sur les mondes en accès restreint. Je le rappelle, le Super Nintendo World, c'est toujours le cas et Harry Potter, ça arrive régulièrement. Second tips Kampai que vous pouvez retenir et même s'il paraît anodin, il est vraiment très important, c'est de passer rapidement les contrôles si vous connaissez bien les restrictions en avance et sur ça ils sont intransigeants, notamment donc en premier lieu les bouteilles d'eau, gourdes de plus de 50 centilitres par personne, donc ça ne passe absolument pas. Donc c'est bien si vous êtes bien au courant avant même d'être dans la file d'attente pour pas avoir à soit gaspiller votre eau, soit jeter une bouteille ou quoi que ce soit, ça prend toujours du temps. En sachant que vous verrez que les files d'attente sont assez bondées de toute façon. Votre contenant, vous pouvez le remplir à des fontaines à eau un peu partout et c'est gratuit évidemment. Notez, pas de trépied ni de perche à selfie, ça ne passera pas aussi au contrôle. Il y a des conciergeries qui sont disponibles, mais ça vous fait peut-être perdre un peu de sous et un peu de temps aussi, sachant que le temps est précieux et les sous sont précieux à USJ. Et enfin, on ne ramène pas à manger de pique-nique complet, notamment, puisque sinon ce sera confisqué. Après, ils laissent quelques encas, tels que le onigiri par exemple, c'est ok, parce que c'est pas un repas complet, on va dire. Voilà, tout ce qui est snack, donc petite barre, onigiri, ça peut passer avec donc une petite bouteille de 50 centilitres et pas plus. Mais par contre, si vous emmenez votre glacière avec les sandwichs, la salade, etc., ça sera confisqué, puisque quand même l'idée c'est de consommer sur place. Et d'ailleurs, pour consommer sur place, pour se restaurer, la nourriture de parc, il faut savoir qu'elle n'est pas excessivement chère par rapport à la ville, par rapport à Osaka, et elle est globalement de bonne qualité.
en tout cas suffisante pour un parc, ce n'est pas le cas dans tous les parcs. Oui, on reste quand même au Japon, donc ça c'est une bonne chose, c'est que la nourriture, elle est quand même bien, elle est de qualité, donc vous allez quand même bien manger. Alors effectivement, elle sera peut-être un tout petit peu plus chère qu'en ville, mais c'est pas excessif. Et puis tout à l'heure, on vous parlait de Universal City. Alors vous n'allez pas pouvoir y manger puisque ça nécessite de sortir du parc et c'est pas possible avec le ticket classique de 1 jour, le Studio Pass 1 jour. On ne peut pas sortir comme ça du parc. Donc c'est valable que pour les passes annuelles, donc ne comptez pas sur Universal City pour acheter peut-être un repas un peu moins onéreux. Oui, vaut mieux le voir ça en fin de visite de parc, de y aller à la fin une fois que vous êtes sorti. Mais effectivement, ça sera pas votre pause déjeuner ne se fera pas ici. Et le classico, ne pas manger peut-être pendant les heures des repas, essayez de manger en décalé pour éviter les files d'attente. Et sachez que pour les restaurants, il n'y a pas de réservation possible à l'avance, même en passant par l'application. Et Marjorie, est-ce que tu aurais une recommandation Kanpai pour se restaurer à USJ ? Oui, on peut citer un restaurant qui vraiment affiche le meilleur rapport qualité-prix selon nos équipes sur place. Donc c'est le Diner Burger. Donc c'est vraiment le restaurant un peu typique. On va manger un burger et des frites. Ça ne sera pas des sushis. On est à USJ. Et donc là, c'est un restaurant qui offre alors que des menus. Donc c'est que des sets. Donc avec burger, frites et boissons, le truc classique. Mais voilà, c'est très bon, c'est rassasiant et voilà, c'est très sympa et on est dans l'ambiance. Alors après, comme c'est un peu... il faut savoir que vous commandez un menu et c'est vrai que vous ne pouvez pas prendre de burger hors menu. Donc ça, c'est la petite chose à savoir. Si vous voulez 2 burgers, ça sera 2 menus avec 2 boissons et 2 frites. Si vous avez très faim. Ça, c'est pas cool. Mais sinon, vous prenez juste un menu et puis vous irez manger, piocher ailleurs. Il y a d'autres comptoirs alimentaires avec des snacks, du sucré, du salé. Enfin, vous en profitez pour un peu découvrir tout ce qui se fait. Et donc la zone Super Nintendo World, elle a des restaurants, évidemment, comme toute zone, qui sont sympas vraiment pour les fans parce que vous allez avoir de la nourriture qui est décorée à la façon Mario, avec un point d'interrogation, avec plein de petites choses, un champignon pour Yoshi, etc. Donc ça, c'est sympa pour le côté visuel. Après, c'est vrai qu'elle est plus chère, la nourriture là-bas est plus chère que dans le reste du parc. Donc voilà, je vous dirais que ça peut être sympa si vous êtes fan. Sinon, vous pouvez manger ailleurs dans tout le parc aussi, ça sera très bon. Et donc, si vous voulez aller dans ces restaurants estampillés Nintendo, là, par contre, il faudra avoir accès au parc, donc avoir des tickets valides pour ces entrées dans ce monde-là. Oui, c'est comme pour les attractions. Et effectivement, c'est une fois que vous êtes dans la zone, vous aurez les restaurants. De toute façon, dans chaque zone, vous avez des restaurants ou des points de restauration pour manger. On n'aura pas de détails, de jeux à vous passer pour vous occuper pendant les files d'attente, mais essayez de trouver aussi, comme on disait qu'il y avait beaucoup d'attentes, des petites initiatives, des petits jeux à faire entre vous si vous êtes plusieurs, afin de vous occuper pendant ces files d'attente-là, même si les décors sont aussi faits pour ça, ils sont très sympas, souvent interactifs, etc. Oui, et puis pour information, on ne fait pas un qui fait la queue et les autres qui vont le retrouver plus tard, parce qu'en fait c'est pas possible de recouper, en fait de réavancer dans la file d'attente, donc ça c'est quelque chose qui ne se fait pas à USJ. Autre possibilité pour réduire le temps d'attente, si vous n'avez pas d'Express Pass, c'est la file d'attente pour les personnes seules, donc le single rider. Ça vous fait passer justement un par un, vous ne pouvez pas être avec vos compagnons de voyage, mais dès qu'il y a des espaces libres, on peut vous mettre dans des wagons, si c'est des wagons par exemple, où il reste de la place, donc ça vous fait gagner aussi pas mal de minutes. Oui, ça peut être une bonne solution une fois sur place, si on se rend compte que les temps d'attente sont ingérables et que vous n'avez pas d'Express Pass, c'est de choisir cette file d'attente. Alors certes, vous ne serez pas avec vos amis si vous voyagez à plusieurs, mais après, ça vous permettra quand même de multiplier le nombre d'attractions, ce qui est quand même pas mal. Donc ça, c'est une file d'attente qui est disponible uniquement dans les attractions les plus populaires. Et enfin, pour terminer sur les tips Kanpai, Marjorie, est-ce que tu aurais un avis sur la montre connectée que l'on peut prendre pour profiter un peu plus du Super Nintendo World ? Oui, alors on en parle d'ailleurs dans notre fiche dédiée, donc c'est le bracelet Power Up Band qui est vendu en plus et qui fonctionne uniquement donc dans le Super Nintendo World. Donc elle vaut cette montre 3200 yens, donc environ 20 € à l'heure actuelle où on parle. Et en fait, elle permet d'accéder à des petits jeux supplémentaires, donc notamment recueillir les pièces, donc le fameux ding 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 à chaque fois. Donc c'est très sympa pour les gamers, ceux qui sont fans des jeux Nintendo et qui veulent en fait devenir Mario eux-mêmes.
Sauf que ce qu'on pourrait dire, c'est que ça reste un coût assez important à rajouter et qu'il y a quand même pas mal de petits jeux à faire et tout dépend du temps que vous aurez à allouer au Super Nintendo World. Si vous arrivez à y rentrer le matin ou si vous êtes plutôt en fin de journée, il faut savoir que ça prend un peu de temps pour faire tous ces jeux et vous avez à la clé un accès à un monde caché. Donc ça c'est pareil, vous verrez, on a quelques des explications dans notre fiche campagne. Je recommanderais cette montre pour tous ceux qui sont fans de l'univers et qui sont des joueurs. En revanche, celles et ceux qui veulent juste aller au Super Nintendo World pour l'ambiance, pour les décors, pour le côté immersif, je ne vous recommanderais pas forcément d'acheter en plus cette montre-là. Alors après, vous pouvez la garder. Par contre, ça sert de souvenir. Vous pouvez la garder. Et si vous comptez revenir au parc prochainement, vous pourrez la réutiliser. Donc ça vaut aussi pour tous ceux qui habitent dans la région du Kansai et qui peuvent y retourner régulièrement. Et puis je suppose que ça doit être lié à un compte aussi, donc il y a peut-être une sorte de scoring ou autre sur cette montre-là. Oui, après sur l'application, vous pouvez voir le nombre de pièces que vous avez collectées avec vos amis, ça peut être aussi une sorte de compétition, etc. Donc c'est vraiment sympa pour ceux qui veulent jouer, ceux qui viennent au Super Nintendo World pour ce que je disais, les décors, ou ça reste un petit tarif à rajouter en plus, ou alors vous l'enlevez du budget souvenir. Ça reste. Ça, c'est une bonne stratégie. Voilà, oui, ça peut se négocier comme ça aussi. Ça sera ton cadeau. Eh bien Marjorie, je pense qu'on a fait le tour des choses que l'on avait à vous dire sur ce fameux parc USJ, donc le parc Universal du Japon, avec ses particularités, notamment le Super Nintendo World, sans vous décrire évidemment les attractions, puisque ça on vous laisse la surprise. Temps d'attente pour vous spoiler, ce serait pas intéressant. Les attractions dans ce parc, elles sont évidemment pour tout le monde, pour les familles, les enfants, les ados, que vous soyez en groupe d'amis, jeunes ou vieux, ou en solo aussi. Il y a pas mal de gens qui font ce parc d'ailleurs en solo. Ne pas oublier, comme tu disais, les animations, donc le calendrier va évidemment varier et comme on le disait, ils font beaucoup d'efforts sur l'ambiance du parc à l'année, à le faire varier, à faire vivre des choses différentes entre l'après-midi, le soir, etc. Les horaires d'ouverture aussi sont à surveiller et les express pass, notamment en tout cas la billetterie à bien surveiller aussi. Vous avez vu qu'il y a des choses qui peuvent être aléatoires. Oui, il y a des choses qu'il faut accepter qu'on n'ait pas tout, ou alors on fait confiance à un professionnel qui va lui s'occuper, en fait, va prendre cette charge mentale et va le faire à votre place. On ne vous l'aura pas dit en termes de superficie, mais le parc il n'est pas non plus très grand, donc une journée ça peut suffire, et sinon vous avez vu qu'il y avait des passes 1,5 jours ou 2 jours si vous voulez tout faire et prendre le temps. Comme on disait, Osaka c'est pas loin à côté, enfin ça fait partie d'Osaka, donc les allers-retours seront facilement faisables. Oui, on n'est pas sur une superficie de parc américain, on est sur une superficie de parc japonais. Donc c'est vrai que les parcs américains, des fois on pourrait y rester une semaine entière, on n'aurait pas fait le tour. Là, on est sur la version japonaise d'Universal. Donc voilà, le parc, si on est sur une journée avec de faibles affluences et qu'on a pris l'Express Pass, une bonne journée, on pourra faire quand même pas mal de choses, voire faire tout ce qu'on voulait faire. Après, pour les fans absolus, 2 jours, on en profite aussi à fond. Le parc USJ, c'est forcément un budget important. Vous avez vu que si vous prenez un Express Pass, c'est le double de votre prix d'entrée. Si vous prenez la montre, on va dire que c'est une vingtaine d'euros ou 20 euros. Si vous mangez au restaurant par personne, ça commence à chiffrer. Donc voilà, c'est juste à prendre en compte. Ça fait partie de l'expérience. Et puis, c'est aussi le prix à payer pour un tel parc. Oui, sachez que vous passerez normalement une journée très très bien, formidable et amusante avec des décors, des musiques, des attractions, des spectacles. Le personnel du parc, il est vraiment accueillant et il est fait pour vous mettre complètement à l'aise et dans l'ambiance. Donc c'est vrai que c'est un budget qu'il faut préparer en amont et inclure dans votre voyage au global. C'est pas juste quelque chose qu'on va rajouter en plus. C'est un beau budget. Normalement, le jeu en vaut la chandelle. Et puis on a hâte de vous retrouver et de reparler de ce parc avec l'ouverture de la zone Donkey Kong. Donc on n'a pas trop d'éléments dessus, mais de ce qu'on avait vu sur un podcast actuel avec Gaël, en termes d'ambiance, ça a l'air quand même vraiment génial. On est dans la jungle avec les tam-tams, etc. Enfin, une sonorité vraiment différente des films qu'on peut retrouver à USJ, enfin des références. Et puis un roller coaster qui a l'air tout à fait surprenant, puisqu'il y a une sorte de bond où les rails se coupent et on est suspendu en l'air pendant quelques instants. Évidemment, c'est une attraction, donc ça ne se passe pas vraiment comme ça, mais cette sensation de bondir à travers des rails qui sont brisés, ça a l'air vraiment cool. Oui, et elle sera du coup exclusive à USJ
Osaka, vu que pour l'instant, le Super Nintendo World, il a aussi ouvert aux États-Unis. Il y a une zone qui a ouverte à Los Angeles. Et il y en aura une zone qui va ouvrir en Floride bientôt. Je crois que c'est en 2025. Alors là, la zone Donkey Kong, elle sera exclusive à Universal Studios Japan, au moins pour un temps. Et donc ça rentrera dans vos Express Pass aussi, je suppose, à bien s'y prendre en avance. Oui, il faudra voir l'évolution de l'Express Pass en fonction de cette nouvelle zone, oui, effectivement. Et donc on vous laisse là pour ce podcast Destination. On vous remercie évidemment chaleureusement de nous avoir écoutés, de continuer à nous laisser des commentaires de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux et de partager notre émission sur vos stories ou autres plateformes. Et on se retrouve très bientôt. Merci encore Marjorie pour le temps alloué à ce podcast. Merci Charlie, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Retrouvez plus de Destination Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kampai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.